petite bête qui n'est pas vraiment inoffensive. Ce nouveau problème, Elle est presque invisible. et fait pourtant des ravages. Piqûre douloureuse. La fourmi électrique. La fourmi électrique, Fourmi électrique. Vous avez été nombreux à m'identifier, alors ok. Est-elle vraiment dangereuse pour les humains? Je vais chercher cette fourmi et me faire piquer pour le savoir. C'est pas possible, une toute petite fourmi comme ça peut me faire mal. Bienvenue dans mon format. Quelle est la pire douleur? Et aujourd'hui, on va comparer celle de la fourmi électrique avec celle de la reine des guêpes. Et plus précisément, la reine des frelons européens, que vous avez été beaucoup à me réclamer. Ces deux espèces qu'on trouve ici en France, leurs douleurs sont-elles insurmontables? Quels sont les effets secondaires? On va répondre à ces questions dans un but scientifique et éducatif. Je suis encadré de professionnels et d'une équipe médicale, alors ne tentez pas de reproduire les actions de cette vidéo chez vous. Maintenant, direction Toulon, le dernier lieu en France où les fourmis électriques ont été identifiées. C'est dans ce quartier de Sainte-Mus, qu'elle a été vue pour la première fois en 2022 par le scientifique Olivier Blight. Il faut savoir que cette petite fourmi, elle vient de l'Amérique du Sud, Amérique centrale aussi, et elle est venue ici, voilà, nous envahir. Par contre, cette fourmi, est-ce qu'on la trouve dans les arbres, dans les poteaux, je sais pas, sur un banc, sous une pierre, peut-être dans du bois? J'en ai aucune idée. Et c'est pour ça qu'on a le boss aujourd'hui, Monsieur Thibaut. Comment ça va? Ça va Thibaut? Ouais, super. Franchement, ça me fait plaisir de te revoir. Lui, c'est Thibaut, un passionné spécialiste des fourmis. Il est éleveur et vendeur de fourmis et il m'avait déjà accompagné sur l'épisode avec la fourmi balle de fusil. Qu'est-ce que tu en penses toi de cette fourmi? Ouais, moi j'ai déjà vu en Guyane et Ok. j'ai pu voir son niveau d'invasion et j'ai pu voir la destruction en temps réel des autres colonies de fourmis. Ah ouais? Elles sont tellement petites qu'elles vont rentrer dans les colonies de fourmis et elles vont tout détruire. Mais elles sont toutes petites, elles se font détruire par les autres fourmis, non? Elles sont toutes petites mais elles sont très nombreuses. Elles ont une capacité d'accepter plein de reines dans le nid. Et donc du coup à se diviser très rapidement et à proliférer très rapidement. C'est vraiment pas une espèce à élever chez soi. Ok. C'est une espèce qu'au contraire il faut éliminer parce qu'elle a rien à faire chez nous. Donc c'est vraiment très important de faire de la prévention sur les espèces invasives. Moi je suis complètement contre l'élevage. C'est vraiment très mauvais pour la biodiversité. Ce genre de fourmis, on les trouve où? C'est aussi sa capacité d'adaptation qui la rend invasive. C'est qu'on peut la trouver sous des pierres, dans des petites branches creuses, dans des morceaux de bois, on la trouve un peu partout. Genre là par exemple, je pourrais la trouver dans cet arbre-là? Là tu pourrais la voir se promener sur l'arbre. Oh attends, il y a des fourmis, il y a des fourmis. C'est quoi ça? Là, c'est des Crématogaster scutellaris. Donc ça, c'est une fourmi arboricole. Donc ça, c'est une espèce qu'on retrouve partout sur le pourtour méditerranéen, donc en Espagne, au Portugal. Pas dangereuse? Non, pas du tout dangereuse, il n'y a pas d'aiguillon. Faut qu'on leur dise la vérité. C'est que là vraiment on part dans l'inconnu. Il y a moyen qu'aujourd'hui on ne trouve pas la fourmi. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas un endroit précis. On sait qu'elles ont été trouvées aussi dans deux autres villes à 1 heure d'ici. Mais on va commencer à chercher un petit peu dans ce petit quartier quoi. C'est un quartier assez vivant, donc je pense que malheureusement, il y a eu des plantes qui ont été importées parce que les fourmis comme ça, elles ont été sûrement importées par des plantes tropicales. Moi j'avais lu que c'était à cause des randonnées dans des pays exotiques. En fait les gens ils rentrent avec leurs chaussures et en fait ils les lavent pas. Ils ramènent des insectes sans le vouloir sur leurs chaussures et ça revient en France. Vu la taille de la fourmi, C'est possible, hein. c'est Elle se forcément cache, possible. Ouais. La fourmi électrique est minuscule, à peine 1,5 mm de long et possède un dard de seulement quelques dizaines de millimètres, totalement invisible à l'œil nu. Il est capable d'injecter un venin étonnamment douloureux. De couleur jaune, elle passe presque inaperçue. Allez c'est parti, on part pour la recherche de la fourmi électrique. Moi, je pense que là, les plus grandes chances, du coup, c'est de regarder sur les feuilles s'il y en a qui se promènent. Ok, Sinon, ouais. si on arrive à trouver des pierres un peu ombragées, Mais c'est tellement dur, elles sont minuscules. Par contre on peut quand même l'avoir. oui, on peut Ok. l'avoir sans problème. Et je m'étais passionné par les animaux quand j'étais en Amazonie, par les petites bêtes, etc. que tu essayes de trouver. Moi j'adore. Tu vois, là, il y a une autre espèce qui ressemble beaucoup à celle qu'on a filmée tout à l'heure. Tu vois, elle a une forme légèrement différente. C'est les mêmes Ok. couleurs. Ça c'est quoi du coup? Ça, c'est Camponotus lateralis, qui est complètement endémique de la région. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème avec celle-ci. Oh là, regarde, il y en a une géante là. Ouais, c'est des fourmis moissonneuses. C'est-à-dire? C'est Ok. des fourmis qui consomment des graines. Donc, elles vont Ok. faire des autoroutes de fourmis. Là on a déjà trouvé trois Trois espèces, là. espèces, ouais. Il y en a combien en France des espèces de fourmis? En France, je pense qu'on va être à 100, 150. Waouh, celle-là! Regarde. Ça, c'est encore une autre espèce. Ça, c'est Camponotus vagus. C'est une espèce les de mecs, fourmi ils sont forts. charpentière. Elle pique pas, hein, c'est bon? Non, elle, par contre, elle peut te mordre, celle-ci, vu la taille de la tête. Ça, c'est un Ah ouais, j'avoue soldat. qu'elle est grosse. Hein. Donc la quatrième espèce qu'on vient de trouver. 1 heure plus tard, toujours rien. On décide alors de tenter notre chance à Cavalère-sur-Mer, à 1 heure de route d'ici. Les dernières trouvailles de cette espèce, c'était ici, à côté de Cavalère-sur-Mer. Là, tu as un petit soldat. Tu vois la couleur rouge brique sur l'abdomen. Ah ouais, elle est belle à l'arrière. Ça, c'est une des plus grandes espèces européennes. Donc là, tu as un soldat et juste là, tu as une ouvrière qui se promène juste à C'est côté. quoi la différence du coup entre les deux? Bah, du coup, ça va être la largeur de la tête et c'est une caste différente. Ok. Heureusement, de ce qu'on voit, ça n'a pas été trop envahi par la fourmi électrique.
Parce que normalement, elles sont censées plus être là, celles-là. C'est ça, ou en tout cas en moins grande quantité, alors que là, elles sont vraiment. Là, vraiment, très, il y en a très- partout. Hein. Là, on se balade depuis tout à l'heure, on voit que ça. Classée parmi les 3 fourmis les plus envahissantes au monde, elle possède une arme redoutable. Elle peut se cloner et former des super colonies presque impossibles à éliminer. Elle envahit les forêts, les cultures et les habitations, détruisant l'équilibre des écosystèmes sur son passage. Elle s'attaque aux petits animaux, menace certaines espèces et met en danger les récoltes. Et lorsqu'elle devient trop nombreuse, elle peut prendre le contrôle d'un environnement entier, jusqu'à faire disparaître les autres insectes et provoquer un effondrement de la biodiversité. Là, on peut soulever des petites pierres. Bon bah là, il n'y a rien. Ce qui est important, c'est quand on soulève des pierres, faut la remettre exactement comme elle était pour pas détruire le Non, nid. Bah là, t'as le nid, regarde. C'est quoi tout ce qu'on voit là à l'extérieur? Regardez, on dirait comme des petits copeaux de bois. Elles creusent et elles vont ressortir l'excédent de la matière qu'il y a normalement dans le sol. Là, c'est un nid, je pense, qui a facilement 2-3 ans. Là, à l'intérieur, il y en a combien, tu penses, à peu près? Là, je pense, ça en a peut-être 2-3 000. Ah C'est ouais, quand même ok. un nid bien développé. Bon, une petite fourmi jaune, là. Il n'y a pas des petites fourmis jaunes? Bon, les amis, on continue de chercher. Hein. En vrai, toi, t'y crois ou pas? Moi j'y crois, en vrai je te jure j'y crois. En vrai, les amis, sur Internet, il y a vraiment peu d'informations sur cette fourmi. Elle est tellement néfaste pour la biodiversité en France qu'au final, ils dévoilent pas trop où est-ce qu'elles sont, etc. pour pas que les gens, en fait, aillent les voir et les prennent, etc. quoi. Mais il a dit sous les pierres à l'ombre. Je pense que là-haut, il a un bon spot. Il m'a dit dans les brindilles aussi. En fait, là, il y a des énormes fourmis noires. C'est chaud parce que c'est un grand terrain quand même. C'est une grande superficie qu'on doit vérifier. Oh, regarde. Et là, du coup, c'est les cocons. Les gros cocons, c'est les cocons de futures princesses. Parce que là, on approche de la saison, elles essaiment en juillet, celle-ci. Là, c'est Corponotus pidicornis. C'est vraiment une des plus belles espèces. Elle est bicolore. Et là, tu peux voir, là, c'est des larves, t'as quelques cocons. T'as vu, il vient sur mon spot. Tu t'inspires des plus grands, je le sais. Dans la terre un peu, c'est possible ou pas? Ouais. Vraiment, c'est chercher une petite aiguille dans une botte de foin énorme. On a même vu sur une botte de foin, on est sur une ville de foin là. Oh putain, c'est ça. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, il y a des rennes et tout en plus. Non. Si, regarde ça, il y a 4 rennes. C'est ça la Putain, fourmi c'est tout électrique. petit. Arrête, c'est ça? Ça, c'est une larve de sexuée. Donc Sexuée, une larve c'est quoi, de sexuée futures reines. Donc ça veut dire qu'elles sont déjà en train de se reproduire Ok. et que là, cet été, il va y avoir des nouvelles reines qui vont apparaître. Elles sont trop stylées. Bon, par contre, elles sont minuscules. Je vais rien sentir, j'en suis sûr et certain. Ma peau, elle est tellement épaisse, c'est pas possible. Une toute petite fourmi comme ça peut me faire mal. Regarde, mec, je parle, elle s'envole tellement que. Donc là, regardez, il nous a sorti, c'est quoi, c'est un petit tupperware? Ouais, c'est des petites boîtes et une pince extra souple. Comme ça, on peut attraper les fourmis sans les abîmer. Là, on peut voir comme si elles étaient mortes. Vous voyez? En fait, c'est un comportement de défense de la part de Wasmania. Comme ça, s'il y a un prédateur qui s'approche, c'est comme si elles étaient mortes et le prédateur s'éloigne. Ok, d'accord. Là, j'essaie de choper un petit peu d'ouvrière. Comme ça, on va pouvoir regarder ça de plus près. Et il y aura plein d'individus pour te faire piquer. Thibaut, Ah, franchement, bien ça y est, joué, on a hein. réussi à les trouver. Ça y est, on l'a enfin sous les yeux. Elle est minuscule. C'est quoi ce truc là? Fourmi électrique. Vous pensez que je peux recharger mon tel avec? Franchement c'est la blague la plus nulle que t'aies faite. Bon bah dommage parce que moi j'ai presque plus de batterie et ça aurait été efficace. Je vais quand même demander aux sponsors de cette vidéo, Mammoutaï, qui nous suivent sur ce projet. C'est une intelligence artificielle, donc bien plus intelligent que moi, donc je vais lui poser une question. Je suis dans le sud de la France à la recherche de la fourmi électrique et j'ai plus de batterie sur mon tel. Est-ce que la fourmi peut recharger la batterie de mon téléphone? Alors pour la fourmi électrique, si tu parles d'un insecte ou d'un engin, il n'y a pas vraiment de créature qui recharge les téléphones, mais si tu as un problème de batterie, le mieux serait de trouver une station ou un chargeur portable. Bon bah apparemment elle recharge pas les téléphones. Par contre c'est sa piqûre qui peut donner une impression de décharge électrique. En tout cas le courant il passe super bien entre Mamoutia et moi. J'espère juste qu'il passera pas aussi bien entre la fourmi et moi. J'ai pas envie d'être électrocuté quoi. En tout cas ce qui est fou avec Mammoutaï, c'est que c'est pas juste une seule intelligence artificielle. C'est une plateforme qui regroupe les meilleurs modèles d'IA. Vous pouvez y retrouver Claude, ChatGPT, Grok, Perplexity et plein d'autres, mais surtout tout ça au même endroit sur Mammoutaï. Ça aurait pu être une question que j'aurais pu poser à plusieurs IA. Par exemple si Mammoutaï me confirme que je peux pas recharger mon téléphone avec une fourmi électrique, c'est pas juste l'avis d'une seule IA, c'est plusieurs modèles qui arrivent à la même conclusion. Donc c'est rassurant pour la fiabilité de l'information. Mais beaucoup moins pour mon téléphone qui a 2 doigts de s'éteindre. Avec Mammoutaï, les prompts sont pas utilisés pour entraîner les modèles. Et je peux supprimer mon historique quand je veux. Créez-moi une image de la fourmi électrique qui envoie de l'électricité. Et moi je vais utiliser Nano Banana. Pouah.
J'espère qu'elle fait pas ça la fourmi. Hein. Bah j'espère pas, sinon t'es mort. Là. La force de Mamoutia, c'est que là, par exemple, si t'es pas trop fan, tu recrées un prompt. Par exemple, je vais passer par ChatGPT. Oh, j'avoue, elle fait beaucoup plus film. Après, moi, vraiment, là, mon prompt, il était très simple. Et le gros avantage avec Mamoutai, c'est que l'abonnement, il est disponible à partir de 10 € par mois. Si vous vouliez vous abonner à toutes ces IA indépendamment, ça vous coûterait plus de 100 € par mois. Là, vous profitez de plusieurs IA avec des offres adaptées aux besoins individuels et d'équipe. Merci beaucoup à Mamoutai de me suivre sur ce projet. Vous avez le lien en description. Et moi, maintenant, je vais aller me faire piquer par cette fourmi électrique. Hein. On va aller voir s'il y a quelques petits volts qui traînent sous cette fourmi. En gros, on a un microscope. Et à l'intérieur, on a injecté une caméra. Et là, ce qu'on va faire, c'est analyser du coup ce qu'on voit à l'intérieur, quoi. Bah ouais, la colonie. Donc là, le gros truc qu'on voit, c'est la reine. Là, t'as la tête qui est ici, sur la gauche. Ah, elle est en dessous. Ouais, elle est recouverte par les ouvrières, elle se fait toujours protéger par les ouvrières. Ah oui, elle bouge plus. C'est quoi les trucs un peu transparents qu'on voit? Là, c'est ce qu'on appelle une nymphe. C'est le stade juste avant la fourmi. T'as les 3 stades, t'as l'œuf, la larve et la nymphe. Et après, la fourmi. En fait, on voit que la fourmi, elle est un peu comme ça, un peu regroupée sur elle-même. Mais en métamorphose pour devenir une fourmi adulte. C'est hyper intéressant, c'est trop stylé. Là, du coup, au milieu, t'as une larve. Elle fait quoi la fourmi là? Là, elle est en train de seule la nettoyer. Ou sinon, elle va la transporter pour la ramener avec la reine. Bah voilà, elle est en train de la transporter. Elle est tellement immense par rapport aux autres, la reine. Ouais, elle mesure 4-5 fois la taille, ouais. Et quand les antennes, elles bougent, c'est qu'elles communiquent. C'est un bruit? Non, c'est des odeurs. Ça peut être des mimiques aussi, des antennes. Ok. Selon comment elle bouge l'antenne, ça va pouvoir dire certaines choses, par odeur, etc. Ah, c'est hyper intéressant. Par contre, comment on va pouvoir effectuer la piqûre, vu qu'elle est toute petite? Moi, je conseille de piquer au niveau de l'ongle. Sous l'ongle. La pire chose qui peut arriver à quelqu'un qui se fait piquer par cette fourmi, c'est un choc anaphylactique. Mais en tout cas, moi j'ai fait ma prise de sang. Pour le coup, je suis safe. Donc là, on prend le rythme cardiaque. Je suis à 98% d'oxygénation dans le corps, à 53 BPM. Et là, on prend ma tension. Tout est bon, j'ai l'accord du médecin pour pouvoir faire la piqûre. Et vous me connaissez, je suis honnête. Si j'ai mal, je vous le dis, je vais donner une note sur 10. Allez, go! On écoute les infos, on a l'impression que c'est une fourmi incroyable, faut surtout pas la trouver, faut surtout pas se faire piquer parce que c'est une fourmi électrique. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que juste en vrai ça fait un petit peu mal et sur les réseaux ils en font des tonnes? On va tester ça ensemble. Je l'ai bien placé normalement. T'es prêt Thibaut? Oui, c'est bon. La piqûre de la fourmi électrique, c'est maintenant. Ok. Attends. Attends, mais si elle est vraiment là? Ouais. Ok, l'animal c'est le plus petit qui va me piquer pour l'instant de tous les épisodes qu'on a fait. Mais je sais pas, j'ai toujours ce petit stress. Allez, c'est maintenant. Là, elle va piquer d'un moment à l'autre. Là, on voit bien qu'elle cherche avec l'aiguillon. Ah, tu le vois l'aiguillon là qu'elle cherche? Ouais. Malgré sa toute petite taille qui ne dépasse pas les 2 mm, elle possède un dard qui injecte un venin cytotoxique et inflammatoire, dont la douleur est comparable à une décharge électrique. Sa piqûre peut provoquer une sensation de brûlure intense, des démangeaisons qui peuvent durer plusieurs jours, et chez certaines personnes, une réaction allergique. Je sens rien. Elle m'a toujours pas piqué. Au vu de sa taille et surtout de son dard qui est pratiquement invisible à l'œil nu, eh bien pour l'instant... J'arrive pas à me faire piquer. Hein. À mon avis, elles se disent que je suis le sol, un arbre. Alors on va tester sur le bras, et on va appuyer pour l'aider à enfoncer son dard pour qu'elle puisse injecter son venin. On a dû mettre la reine pour qu'elle pique parce que les petites ouvrières étaient trop petites. En fait, là, avec mon doigt, j'essaie de la manipuler un petit peu. Oui. Et en fait, là, je la sens avec mon doigt. Donc, je sens que je peux... Ah, je crois qu'elle m'a piqué. T'as un petit truc ou... En fait, je sais pas, ça m'a... Ah, ça brûle! Ça fait une petite décharge, ouais. Attendez, en fait, elle m'a piqué, mais en fait, il y a des moments où ça me fait plus rien. Tu vois, là, j'ai plus rien. Ah, ça lance, ça donne des à-coups. Ouais, un peu une petite décharge. Après, je vois pas le côté électricité forcément, mais oui, ça te lance un petit peu. Par contre, voilà, là, j'ai plus rien. Ah oui, ça, mec, ça lance. Alors, ça fait pas très mal. Hein. Je sens la douleur, mais il y a quasiment aucune douleur. C'est-à-dire que c'est un petit pic vraiment. Ah oui, ça relance parfois. Ah, c'est bizarre. En fait, Ah alors, c'est pas la fourmi qui me fait bouger, hein, c'est moi, c'est par réflexe. En fait, au moment, elle... Ah, mec, c'est trop chelou. En fait, c'est comme si ça me lançait un petit... Mec, je vous jure que je mytho pas. Ça vient me lancer un petit coup d'électricité. Ah, là, ça me le refait, là. Mais ça dure une microseconde. Ah, je l'ai. Ah, je l'ai. Ah, sa mère. En fait, des fois, ça augmente. Ah. Ça fait... Ça te gratte aussi ou... Bah tu sais, c'est comme un bouton de moustique, en fait le fait de gratter ça te soulage un petit peu. Bon en tout cas la piqûre elle est très surprenante parce qu'elle fait pas super mal. Ah, mais en fait ça me relance à certains moments. On voit que c'est rouge autour,
c'est peut-être le fait que je me gratte. Mais voilà, faut savoir qu'il y a presque pas de danger avec cette fourmi électrique. En fait, elle est tellement petite, la quantité de venin, elle est tellement faible. Bah oui, elle mesure entre 1 et 2 mm. Donc On s'amuse au montage à vous mettre des petits sons d'effets électriques. Ça ne fait aucun bruit, on est d'accord. on est d'accord. Niveau douleur sur 10, bah je crie pas trop, donc 1,5. Parce que ça fait un peu bizarre dans le bras. Je sais pas si ça se voit. Et je vais peut-être commencer à gonfler un peu. Ah, il y a une petite bosse. C'est ici exactement où elle m'a piqué. Ah, ça me brûle un peu. Hein. Il est 19h30. Ça fait actuellement 3 heures que je me suis fait piquer. Et dans la voiture, j'étais là, je touchais mon bras et franchement, j'ai un peu mal. Bon, je suis pas là en train de souffrir. Mais en vrai, j'ai quand même quelques douleurs. Je sens que ça remonte un peu dans les muscles. Je vous donne vraiment mon ressenti à moi. Après, c'est peut-être parce que je suis un peu parano. Et peut-être que comme j'y pense, je me crée des douleurs mentalement. Je sais pas. Hein. À l'endroit de la piqûre, j'ai plus forcément mal. À part quand je touche. Ça va pas forcément gonfler, non. C'est pas rouge. Il n'y a pas forcément de traces visuelles. Regardez, on voit rien. La fourmi qui m'a piqué, elle faisait 3 mm et j'ai mal sur une zone comme ça. Vous imaginez la puissance quand même du venin. Bon les amis, on est le lendemain matin, aucune douleur, rien du tout. Regardez juste ici, juste devant là, voilà, la petite trace rouge là. Après regarde, touche avec ton doigt. Ah ouais, si, je vois le champ, ouais. Ça me dégoûte. T'as vu, tu sens ou pas? Ça me dégoûte. En fait, ça fait une petite boule. Par contre, voilà, ça gratte pas forcément, ça fait pas mal. J'ai eu de la chance, la douleur n'a pas augmenté et pas d'effet secondaire. Maintenant, on peut changer de région. Direction la Nouvelle-Aquitaine. On retrouve Étienne. Bonjour. Qui vient avec sa caméra, toujours en train de filmer. Alors moi, il faut toujours que je filme ce que je vois. Étienne, ça fait plaisir en tout cas. Heureux de t'avoir retrouvé ici. Est-ce que c'est possible d'avoir la plus grande guêpe possible? Alors je lui ai fait une surprise parce que si au cas où on n'arrive pas à avoir la plus grande guêpe possible, on aura la plus petite guêpe possible. Attendez, il m'a dit quoi Étienne? Il m'a dit qu'apparemment la plus petite ferait plus mal qu'un frelon. Pour moi, oui, mais en fait après, je vais t'avouer un truc. Ouais. Le frelon européen, j'ai jamais réussi à me faire piquer avec. C'est vrai? Mais justement, on attend tous de savoir comment ça va se passer. Juste derrière, dans l'arbre là-bas, on a un nid de frelon européen. Dans l'idée, c'est de réussir à récupérer la reine. C'est pas sûr qu'on y arrive. Le frelon européen est le plus grand hyménoptère d'Europe. Il peut mesurer jusqu'à 3,5 cm et voler à une vitesse de 25 km/h. Parce que les ouvrières, elles font 1 cm? 2 cm, 2 cm et demi, 3. Ah oui, donc c'est... Donc vraiment, t'as vraiment 1 cm de plus pour la reine, elle est beaucoup plus grosse. Mais pourquoi on l'a appelée la reine des guêpes? Simplement parce que le frelon européen fait partie de la famille des guêpes. Et pour aller encore plus loin, on a choisi la reine. Pour ceux qui suivent ma chaîne, on est chez Stéphane l'apiculteur. Viens voir 2 secondes. Salut Stéphane, bonjour. Enchanté. En fait, Stéphane, c'est son parc. Le frelon européen, c'est une espèce qui est quand même utile à l'écosystème. On ne détruit pas systématiquement, on essaie de le conserver dans la limite du raisonnable, bien sûr. C'est pas une espèce invasive? Pas du tout, c'est une espèce qui est là depuis, bon, bien sûr qui arrive aussi d'Asie, mais qui est là depuis très longtemps et qui régule un peu les papillons, il va décortiquer les fruits mûrs, il va gérer les temps, les trucs comme ça, tu vois, tout ce qui nous embête un petit peu. Moins agressif que le frelon asiatique? À peu près pareil. Ils vont t'expliquer que t'es pas au bon endroit. Ok. Tu sais, ils vont commencer à te tourner autour, tandis que l'asiate, il est un petit peu plus idiot, il va vite te charger. L'européen, il est plus petit ou il est plus grand que le asiatique qu'on avait fait la dernière fois? Ah, il est beaucoup plus grand. Ah, il est plus gros? Il est plus gros. Mais le dard est plus petit. Le frelon qu'on va récupérer, on va le remettre dans le nid. Ouais, parce qu'en fait, c'est une aiguille. Donc ça rentre, ça sort. On va pas abîmer la bestiole. On va t'abîmer un peu toi, mais c'est pas grave. Par contre, ça peut te piquer 10 fois, donc on verra combien de fois on te laisse. Ah non, non, ah mais bah si. non, qu'une fois. Moi, dès que j'ai une douleur, on l'enlève. Hein. Je suis sûr que tu vas pas avoir aussi mal que le frelon asiatique. La piqûre du frelon européen est réputée pour être l'une des plus douloureuses de nos régions. Son dard d'environ 4 mm, capable de piquer plusieurs fois, injecte une quantité importante de venin qui est un véritable cocktail de toxines. Il contient des enzymes capables d'endommager les cellules, des molécules qui accélèrent sa diffusion dans les tissus et d'autres qui provoquent une forte sensation de brûlure et un gonflement rapide de la zone touchée. Les amis, comme d'habitude, ne reproduisez surtout pas ce qui va se passer dans cette vidéo. Et bien évidemment, je suis entouré d'un médecin et pour ça, on a le meilleur, Doc FX. Doc, encore un énorme merci à toi de venir. Parce que qu'est-ce qui peut se passer? Ce qui peut se passer, c'est une grosse réaction locale ou généralisée, voire pire, voire ce qu'on appelle un choc anaphylactique, donc une réaction gravissime avec un risque d'arrêt cardiaque. On en a tous les ans en France. Faut le dire, c'est quand même les personnes qui sont allergiques. Nous, on a fait des prises de sang là pour les vidéos, etc. La plupart des personnes, même vous qui regardez cette vidéo, généralement, on ne sait pas qu'on est allergique à, par exemple, au frelon asiatique. Et c'est pas parce qu'on n'est pas allergique quand on est plus jeune qu'on ne le devient pas plus tard. Pour info, le venin du frelon européen n'est pas plus toxique que celui d'une guêpe. Ce qui le rend plus impressionnant, c'est qu'il injecte généralement une plus grande quantité de venin et son dard plus long pénètre plus profondément dans la peau. C'est ça qui explique pourquoi sa piqûre est souvent ressentie comme plus douloureuse. Et est-ce qu'on dit que tu as ramené un défibrillateur? Ça me fait flipper ça. On va pas l'utiliser. Bah j'espère pas. Il y a un autre truc qu'on n'a pas pensé, c'est qu'en fait le frelon européen c'est un insecte qui est sale. Ça peut s'infecter, donc il y a aussi ce côté-là. Non seulement tu vas pas mourir d'un choc anaphylactique, par contre tu peux faire une infection et mourir d'une septicémie par exemple. Choc septique, ouais.
Waouh, ah ouais, non mais là ça me fait flipper là. Oh le rire sadique. Le rire il fait peur. Hein. On va y aller en mode très light. On va les gérer par surprise et on va essayer de ne pas avoir de contact en fait avec le frelon. Déjà on va pas endommager le nid exprès pour ne pas trop les abîmer. Là je suis pas couvert des jambes, c'est dangereux non? Passons à la question d'après. Non mais arrête Etienne, t'aimes trop faire ça. Mais non, tu risques rien. Le frelon européen, la particularité c'est d'avoir un nid dans un support quelconque. Les 3/4 du temps, un grenier, une cheminée, un tronc d'arbre. Et l'asiatique il peut être aussi pareil comme ça dans un arbre? Oui mais c'est très très rare. Là ils peuvent pas passer ici là? Non. Et il peut pas me projeter du venin dans les yeux? Si, mais j'ai pris du collyre. Arrête, c'est quoi du collier? Pour rincer les yeux. C'est vrai? C'est pour moi, ouais. Non, c'est une douille ça, non, c'est dangereux. C'est vrai. Ça se voit, c'est une technique à l'ancienne, non? Non, pas. Je t'ai pas jugé. Je viens de me prendre un râteau, mais terrible. Bon, c'est vrai que j'ai 50 ans hors taxe, mais bon. Est-ce qu'on parle de FX? On dirait pas il fait de l'escrime? Ah mais en fait il s'est gardé la meilleure. C'est vrai. Ah mais en fait, vous avez vu comment il est Etienne? Moi il me laisse y aller en short et lui il y va en cosmonaute. Ah, alors ça c'est vraiment en cas d'attaque. Je la prépare au cas où. Si jamais il y a un bémol, on va mettre la combinaison et on va changer de stratégie. Tu vois la particularité d'un nid de frelon européen, tu as la cellulose. Tout ça, en fait, c'est comme le frelon asiatique, à part que c'est à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Il y a le trou d'entrée et le nid doit être en galette comme ça. Ici, à peu près à ce niveau-là. Ils sont déjà énormes les frelons là. Oh, on les voit à l'intérieur là. Mais celle-là, c'est pas la reine. Non, la reine est beaucoup plus grosse que ça. Donc là, on a du cellophane. On va cellophaner pour boucher plein d'entrées pour en laisser qu'une seule. C'est pour vous montrer qu'en vrai, là, c'est pas juste oui, allô Etienne, est-ce qu'on pourrait choper la reine? Non, c'est pas aussi facile que ça. Donc à mon avis, si tu en fumes... C'est-à-dire quoi en fumée? C'est vraiment pour les gêner, pour voir un peu comment ils réagissent. C'est quoi la fumée qu'on utilise? Un peu tout ce que tu veux. Le mieux, c'est de prendre de l'herbe déjà digérée, mais autrement, tu prends toujours quelque chose de naturel. Donc là, il va se passer quelque chose là. Ça devrait commencer à être en effet assez intéressant. Ouais, ok, ça fume en haut en effet. Donc là, on va regarder ce qui se passe en haut. Ça fume aussi en bas. La reine est là. La reine est dedans, je l'entends. T'entends la reine là? Elle est beaucoup plus grave en son. Là, il est en train de mettre la caméra pour les exciter un petit peu et les faire sortir. Alors tu vois, là on a vraiment deux petites ouvrières. On va essayer de pas trop les embêter. Ce serait bien quand même de pouvoir essayer de choper la reine. Ah, il y en a une qui est sortie. Ouais, mais c'était pas la reine. La reine, tu la reconnaîtrais, elle est vraiment... Elle est là. Oh, elle est là, elle est là. On a la reine. On a la reine, elle est énorme. Elle est énorme. Bon, là, on l'a là. C'est là-haut. Regardez, elle est coincée là. Oh, oh là 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 là, c'est bon, elle est dans la boîte. Antoine, je suis très fier de te présenter la reine frelon européen. Regardez-moi la taille du truc. Si vous vous faites piquer un jour dans votre vie, Doc, comment on se sert de la seringue? Oui, alors ça c'est une seringue d'adrénaline qu'on appelle EpiPen. Celle-ci, elle est prête à être utilisée. Et celle-ci, c'est quoi? Ça c'est un traîneur, c'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on fait l'injection. Grosse réaction, malaise, t'es pas bien, tu perds connaissance, t'es par terre. C'est un risque de choc anaphylactique, donc il va falloir t'injecter de l'adrénaline rapidement. Pour l'utiliser, en fait, on a un petit capuchon en haut bleu, il permet d'éviter de se piquer par inadvertance. Ok, d'accord. Il faut retirer, et juste en le retirant tout simplement, et ben là, la seringue, elle est prête à être utilisée. Et pour se l'injecter, donc c'est souvent au niveau de la cuisse. Ça peut être à travers le pantalon, on va aller appuyer directement, et dès qu'on a attendu les 10 secondes, on peut relâcher, et après la seringue, elle est sécurisé. Il faut vraiment rester 10 secondes avec la seringue dans le bras ou dans la cuisse. Ok, voilà, ça c'est très important. Avant d'utiliser ça, au bout de combien de temps on sait que c'est bon, ça va plus se passer? Une petite heure, normalement il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Normalement, si ça a une réaction, c'est général, c'est global, ça arrive assez rapidement. Ouais, c'est dans les 10 minutes. Avec un risque de passage en arrêt cardiaque rapidement. Donc je suis là, pas de souci. On a la seringue, on a ce qu'il faut. Et bah les amis, on va passer du coup au scope pour pouvoir avoir toutes les analyses possibles. Et je vais mettre donc la petite pince pour avoir également tes battements cardiaques aussi. 65 de fréquence cardiaque, tout va bien, les paramètres sont normaux. Super, là, je pourrais presque te prendre une petite tension aussi avant. 15,9, une petite tension quand même. C'est-à-dire quoi? Un petit peu stressé peut-être. Donc là, c'est quoi que tu veux faire? On va ce qu'on appelle la clipper, c'est-à-dire qu'on va lui enlever les ailes sans l'abîmer et sans lui faire de mal réellement. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'elle s'échappe, parce qu'on en a qu'une. Et en même temps, à cette époque de l'année, elle a plus besoin de sortir de son nid. Elle va te piquer comme c'est une aiguille, elle va pas s'endommager. Après, on va la remettre dans son nid et elle va continuer sa vie. Alors ça se fait beaucoup pour les reines abeilles.
D'accord. pour éviter qu'elle s'en aille en fait, tout simplement. Donc là en fait, en gros, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est la lâcher. Ok. Je pense que ça va être le moment en fait, Antoine, où tu vas encore me maudire. Ah mince, ok d'accord. Elle est énorme. T'es sûr Antoine que tu vas te faire piquer par ça? Arrête. C'est maintenant on va pouvoir tester cette douleur, est-ce qu'elle fait vraiment mal? On n'avait pas que tu te fasses piquer avant moi. Non, c'est pas ça. Oh. Elle est belle là. Allez, on y va. Les amis, la piqûre du frelon européen, c'est maintenant. On est assuré, Doc? Ouais, c'est bon. Ma fréquence cardiaque, on est à combien? 80. À 5, on y va. Attends. Waouh! 85. Ok. Allez, 1. Ah, attends. Après, je peux le comprendre. Attends, je suis en train de me chier dessus là. 110 de fréquence cardiaque. Ça monte, hein, ça monte. Hein. J'ai chaud, sa mère. Je me rappelle que la dernière fois, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pas regardé, j'étais comme ça. Mais oui, bien sûr, mais d'ailleurs, c'est ce que tu devrais faire. Allez, pause. Ouais. T'es gentil, toi, t'es gentil. Pas trop longtemps. Et confiance. 3, 2, 1. Elle a piqué. Lâche. Ah! Ah! C'est bon une seule. Oui, non, je crois que c'est bon une seule. Hein. Ah! Ah! Regardez, on voit là la pique de ça. Ah! Ah, j'aurais pas dû toucher. Ah, sa mère. Ah. C'est quoi qui bip, Doc? C'est quoi qui bip? Il y a rien de grave, hein? Non. Sa fréquence cardiaque était un peu rapide. Ok. Ah. Et en fait, je sens que de plus en plus, ça se disperse un petit peu. Je sais pas si c'est parce que je contracte beaucoup trop la main alors qu'il faut pas contracter. Ça me donne chaud. J'ai eu la même réaction que pour le frelon asiatique, j'ai pas regardé. J'ai senti un pic, comme une aiguille qu'on m'a enfoncée dans le bras, et ça me lance à certains... Ouais, tu vois, à certains moments ça va un peu mieux, et paf, là ça me relance un peu. Ça a 70 battements par minute. Donc ça a été quoi le pic là, le pic le plus haut? T'es monté à 110 hein? La dernière fois on était monté à combien? 140. Ouais, beaucoup plus. 140. Ouais. Ah t'es à 140 hein? 140 comme On a le point de piqûre qui est tout au milieu. Autour, on voit une petite zone blanche et ensuite on voit une grosse zone rouge autour. C'est ça. Et toi, c'est laquelle la zone urticante? Bah c'est la zone blanche en fait, qui va peut-être s'étendre encore un petit peu d'ailleurs. Ok, d'accord. Voilà. Je vois quand même que tu as eu nettement moins mal que pour le frelon asiatique. Ouais, en fait là j'ai déjà plus trop mal. Ah non, ça pique quand même, mais ça fait pas très mal non plus. Regardez, ça commence à faire une petite bosse autour. Ça gonfle assez vite ou pas? Bah écoute, tu es un des premiers à te faire piquer par une reine frelon européen. Donc moi je suis très attentif à ce qui se passe et ce qui t'arrive. Tu t'en es bien sorti. J'aimerais que maintenant, elle t'a rendu service, tu lui rends service. Allez, on va aller la remettre ensemble. Et voilà. Elle est partie. Longue vie. Ça fait 15 minutes. Visuellement, on voit plus grand chose. Et je sens que la douleur, elle descend un peu. Et on voit que ça fait des marques rouges là, regarde. Une grosse plaque rouge. Ce qu'on appelle un érythème, donc c'est une réaction locale, c'est tout à fait normal. Lorsque c'est pas normal, c'est si c'est tout rouge, mais sur tout le corps. Là, c'est une réaction grave généralisée, mais là, je suis un peu rouge là. C'est pas que... Maintenant qu'on a fait la piqûre, là, ça doit faire une petite quarantaine de minutes, je pense qu'on l'a fait. Ouais, à peu près. Le bras, il a quand même gonflé un petit peu, pas énormément pour l'instant. Faut que je fasse attention à quoi là les prochaines heures? Bah là, le pire est passé, je pense. C'est surtout vraiment la première heure. Ah, ça me lance un peu encore. Hein. Mais ouais, c'est éviter de trop toucher, de trop le mobiliser. Faut que je contracte ou faut pas que je contracte justement? On dit pas contracter. Vous pouvez retrouver ces vidéos sur sa chaîne que je vous affiche juste là. Merci encore une fois, Étienne. À bientôt. Merci beaucoup. Je vous mets la chaîne de Doc si vous voulez voir des vidéos sur la médecine, apprendre beaucoup de choses. Note sur 10. Franchement, je vais donner la note de 6 parce qu'en fait, c'est quand même assez douloureux. Mais pas tant que ça. En fait, ça dure pas énormément, ça me relance là de temps en temps, mais c'est vraiment soutenable. Au début, j'ai crié parce que je pense qu'il y a le stress. Mon cerveau est surréagi, c'est-à-dire qu'il crie un peu plus fort pour faire passer la douleur plus rapidement. La douleur de la reine des frelons européens fait plus mal que la fourmi électrique. Il est 22h et je vais vous montrer mon bras où est-ce qu'il en est. Il est un peu gonflé, il est un peu gonflé, ouais. Bien gonflé là. Regardez, j'ai une grosse plaque ici et ça commence à me gratter un petit peu. Oh, c'est dur. C'est devenu super dur. Ça fait plus de 24 heures que je me suis fait piquer et voici la taille, regardez, de mon bras.
Sachez que depuis ce matin, je fais que me gratter, c'est horrible. Il y a une zone qui est beaucoup plus noire que là, regardez. Là, il y a du bronzage, là, il y a du bronzage. Regardez, là, on voit qu'il y a une zone qui est plus foncée, plus rouge. On voit que l'hématome, il a grossi. Donc là, ouais, c'est classique. Ah ouais, putain, c'est bien dur. Si vous avez la réponse, dites-moi en commentaire pourquoi c'est dur à l'endroit où je me suis fait piquer. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.